Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Facebook du Muséum. Nous sommes toujours dans l'exposition Trésor, qui est donc ouverte à tous. Et on va continuer un peu notre exploration des différents objets de cette exposition, en continuant sur les oiseaux aujourd'hui, pour faire le tour des différents spécimens qui sont exposés. Et on en profitera aussi pour parler de quelques spécimens qui ne sont pas dans l'exposition, mais qui sont dans le livre du 200e qui accompagne cette exposition et qui la complète, avec un certain nombre de trésors aussi du musée qu'on peut trouver en photo dans le livre, avec des explications sur leur histoire et sur comment ils sont arrivés dans nos collections. Alors pour commencer cette visite, on va parler d'un oiseau assez ancien, donc on va aller vers le début un peu de l'exposition qui se situe de ce côté-là, pour vous montrer un vautour percnoptère. Alors voilà, je vais m'approcher de ce vautour qui se trouve donc dans le tout début de l'exposition. Là, le numéro 1 est ici, c'est le numéro 14, donc on est vraiment tout au début. Et pourquoi est-ce qu'on est au début de l'exposition? Parce qu'on est dans les spécimens les plus anciens. On a voulu retracer 100 ans d'histoire du muséum. Donc on part des spécimens les plus anciens, qui datent en général du XVIIIe siècle, et on remonte petit à petit dans le temps. Donc ici, on est déjà au XIXe siècle, puisque ce percnoptère, donc ce vautour, a été collecté en 1819. Donc c'est quand même un oiseau qui est assez ancien. On est en 2021 maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce qui a depuis disparu du canton de Genève, qui est devenue, qu'on peut revoir encore un petit peu en Suisse, mais elle ne niche plus en Suisse, alors qu'à l'époque, donc jusqu'à la fin du XIXe siècle, on la trouvait nicheuse sur le Salève. Alors je suis bien d'accord que le Salève n'est pas à Genève, mais quand même, c'était, disons, dans le bassin genevois que cette espèce était nicheuse, donc dans les falaises du Salève. Alors, au fur et à mesure de cette visite, comme vous êtes, j'espère, très nombreux à nous suivre sur Facebook, je voudrais vous poser quelques questions. Et la première question par rapport à ce spécimen, donc j'espère que vous pouvez voir un peu sa tête, voilà, son bec exactement, c'est, à votre avis, qu'est-ce qu'un vautour percnoptère peut manger? Donc voilà, j'ai lancé la question, on va voir s'il y a quelques réponses, et si les réponses viennent plus tard, à votre avis, qu'est-ce qu'un vautour percnoptère peut manger avec un bec pareil? Alors juste une petite parenthèse sur le nom. Vautour, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais percnoptère, d'où ça vient? Alors là, il faut remonter dans les lettres anciennes, ça vient du grec, avec perknos, la première partie du mot, qui veut dire tache noire ou taché de noir, et ptéron, qui veut dire l'aile. Donc en fait, c'est la personne qui a donc décrit cette espèce a utiliser ces deux mots pour décrire finalement l'oiseau qui, alors je ne sais pas si on voit très bien, qui a une grande partie de l'aile qui est noire. Donc finalement, un vautour percnoptère, ça veut dire un vautour au bout des ailes noires, ou aux ailes tachées de noir. Alors, est-ce qu'on a déjà des réponses dans l'audience? Pas encore. Alors, on continue un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il a disparu, cette espèce? Donc, je vous ai dit, c'est un vautour qui nichait à la fin du 19e sur le Salève. Il a disparu comme beaucoup de grands rapaces de l'époque, principalement à cause de la chasse. C'était des oiseaux, ce sont des oiseaux qui se reproduisent lentement, qui vivent longtemps, qui ont peu de petits chaque année, et donc, par contre, qui sont assez faciles à chasser avec des fusils, parce qu'ils volent assez lentement. Et comme beaucoup de vautours, comme le gypaète dont on a parlé précédemment il y a quelques semaines, eh bien, c'était des animaux qui avaient une mauvaise réputation. On pensait par exemple qu'ils attaquaient les animaux d'élevage, éventuellement même qu'ils pourraient s'attaquer aux enfants ou aux humains, ce qui est complètement faux évidemment. Et du coup, les gens n'avaient pas de scrupules à leur tirer dessus. Et finalement, petit à petit, ça a fait disparaître de la Suisse ou de la région genevoise cette espèce. Aujourd'hui, tous les rapaces, y compris tous les vautours, sont protégés. Et donc, les populations sont en train de reprendre gentiment en Europe, notamment en France, où il y a pas mal de programmes qui aident en fait à trouver de la nourriture pour ces animaux. Toujours pas de réponse sur la question? Alors, je vais y répondre parce qu'on va avancer un petit peu, ça viendra peut-être plus tard. Donc, ces vautours se nourrissent
ce sont des charognards, donc avec ce bec un peu crochu, ils vont se nourrir d'animaux morts, de carcasses, et ils vont manger ces animaux morts, donc c'est un peu les éboueurs de la nature, pour débarrasser finalement de toute cette chair au niveau donc des matières en décomposition. Et c'est ça qui va leur permettre de se nourrir. Donc c'est pas très ragoûtant, mais c'est très utile puisque ça fait un peu le ménage, on va dire, des animaux morts. Ça peut être des chamois, des bouquetins ou pendant les époques d'élevage, des moutons ou des vaches. Et donc, aujourd'hui, ces espèces se portent mieux parce qu'elles sont protégées, donc on n'a plus le droit de les chasser. Je pense que maintenant aussi, les gens sont mieux éduqués, ils savent que ce sont des animaux extrêmement utiles, il n'y a aucune raison de leur tirer dessus. Et donc, les populations sont en train de reprendre, et petit à petit, on revoit de nouveau le percoptère qui remonte un peu du sud de la France. Et peut-être qu'un jour, dans quelques années, il viendra de nouveau nicher aux alentours de Genève. Ça, c'est peut-être un peu un rêve, parce qu'on ne sait pas s'il y aura suffisamment de nourriture dans le coin, mais c'est en tout cas un programme qui a marché pour d'autres vautours ou pour d'autres rapaces. Donc peut-être qu'un jour, on verra de nouveau ce vautour voler autour de Genève. Donc voilà pour le premier spécimen de cette visite virtuelle. On va continuer avec un autre domaine, donc on va rester dans les oiseaux, et on va parler d'un autre objet qui se trouve dans l'exposition, qui sont des œufs. Alors, ces œufs, ça fait partie finalement de la collection ornithologique du muséum. On a une très grande collection d'œufs à Genève, principalement grâce à l'acquisition il y a quelques années de la collection Allaire, qui donc riche de près de 30 000 œufs, qui a quasiment doublé notre collection qu'on avait déjà. Donc voilà, une collection d'œufs, ça se présente un peu de la manière suivante. On a des grandes boîtes dans lesquelles on a des petites boîtes en coton, dans lesquelles on a des pontes, donc ce qu'on trouve dans un nid qui a été collecté et qui a été placé en collection. Alors, je ne sais pas si on a une photo où on voit un petit peu plus en gros plan. Évidemment, le point important, c'est que tous ces œufs ont été vidés. On ne peut pas garder des œufs pleins, évidemment, ça pourrirait, ça sentirait très mauvais. Voilà, si vous regardez en détail la photo, vous voyez des petits trous sur le côté des œufs. Donc chaque œuf, pourtant ils sont vraiment tout petits, ils font à peine quelques centimètres, ont été percés et vidés par le collecteur. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui, de nouveau, date un peu. Cette boîte-là, en particulier, elle date de 1891, donc c'est aussi quelque chose d'assez ancien. Et évidemment, aujourd'hui, toutes les espèces d'oiseaux qui sont protégées, leurs œufs sont également protégés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans leur nid collecter les œufs, puisque évidemment, c'est les futurs oiseaux qui sont dans les œufs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a sorti cette boîte en particulier ? Eh bien, ce sont des pontes de coucou. Alors le coucou, c'est sûrement un oiseau dont vous avez déjà entendu le chant. En ce moment, en mai, on l'entend beaucoup dans les forêts. Il chante comme il s'appelle. Dans toutes les langues, il a à peu près ce même nom. Il a un chant très caractéristique, donc c'est le mâle qui chante pour attirer la femelle. Et ce qui est particulier dans le coucou, c'est que lui-même, la femelle, ne va pas construire son nid, mais elle va aller pondre son œuf dans le nid d'un autre. Et là, on voit très bien sur l'image, on a l'œuf de coucou qui est un peu plus gros et qui est tacheté, qui a été pondu ici dans une ponte de troglodyte, si j'arrive bien à lire l'étiquette, et donc qui utilise un autre nid pour pondre son œuf. Alors, les oiseaux, ils sont assez malins. Ils ne savent peut-être pas écrire, mais en tout cas, on sait qu'ils savent compter. C'est-à-dire qu'une femelle, quand elle va arriver dans un nid, qui a par exemple 6, 7, 8, qui avait par exemple 8 œufs dans ce nid, eh bien, avant de pondre son œuf, elle va en enlever un, qu'elle va manger ou qu'elle va jeter hors du nid, pour pondre son œuf. Ce qui va faire que quand la femelle troglodyte va revenir, eh bien, il y aura le même compte, il y aura bien le même compte d'œufs. Par contre, vous voyez que l'œuf, il est un peu différent. Alors ça, selon les espèces, eh bien, ça ne les dérange pas. Finalement, si le compte est juste, elle a peut-être des doutes, mais si elle n'a jamais été parasitée ou si elle ne se méfie pas trop, eh ben, elle va quand même continuer de couver son œuf, même si, sa ponte, même s'il y a un œuf de différent. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Le petit coucou va éclore et vous connaissez peut-être l'histoire qui est assez cruelle, mais c'est comme ça dans la nature. Il va sortir en général de l'œuf avant les autres et il va expulser tous les autres œufs, tous les petits qui sont déjà éclos, pour rester tout seul et se faire nourrir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est qu'en général, le coucou, il est beaucoup plus gros que ses parents adoptifs. Et quelque part, tout le monde ne pourrait pas survivre, les parents n'arriveraient pas à nourrir tout le monde s'il fallait à la fois qu'ils nourrissent le petit coucou et leur vrai petit.
Donc finalement, il va éjecter tous les autres œufs du nid, rester tout seul et se faire nourrir par les parents. Alors, maintenant vous connaissez l'histoire, vous ne savez peut-être pas exactement à quoi ressemble vraiment un coucou. Alors j'en ai un sous la main. C'est la magie du musée, c'est qu'on a beaucoup de choses qui sont à côté de chez nous. Donc évidemment, c'est un oiseau empaillé, hein, un de plus, mais comme il n'est pas dans l'exposition, je voulais vous le montrer. Donc ici, on a un coucou gris, un mâle adulte, qui nous permet de voir à quoi ça ressemble. Parce que le coucou, il est très bavard, on l'entend chanter, mais c'est très rare finalement qu'on arrive à le voir. Il se cache dans les feuillages, il est tout en haut des arbres. Son chant est très puissant, on l'entend parfois à des kilomètres, mais l'oiseau lui-même, on a assez rarement l'occasion de le voir. Donc le coucou, quelque part, il ressemble à un petit rapace. Il a un bec un petit peu crochu, il a une sorte de veston gris avec ses rayures au niveau du ventre. Et ça ressemble beaucoup à des petits rapaces. Il y a des petits éperviers, des autours qui ont un peu ce pattern-là. Et d'ailleurs, quand les petits oiseaux le voient, hein, quand il n'est pas bien caché dans le feuillage, souvent il se fait chasser par les petits oiseaux qui à la fois se méfient de lui parce qu'ils n'ont pas envie que la femelle vienne pondre dans leur nid et aussi le prennent pour un rapace. Alors peut-être qu'aussi des fois il arrive à faire peur aux oiseaux justement qui sont dans leur nid grâce à son allure de rapace. On ne sait pas exactement les mécanismes en jeu, mais en tout cas le mâle a cette livrée qui rappelle un petit peu un petit rapace. Alors qu'est-ce que mange un coucou avec ce bec un peu crochu? En tout cas, c'est un oiseau qui va plutôt manger des insectes et qui va même être un spécialiste des grosses chenilles processionnaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des grosses chenilles qui font des amas dans les pins, qui font des espèces de nids et qui vont descendre après du sol et qui sont très très urticantes. Hein. Elles ont des gros poils, il ne faut surtout pas les toucher parce que vous pouvez avoir une réaction allergique. Et ce coucou, il aime bien manger ces grosses chenilles toutes poilues. C'est une des sortes d'insectes qu'il aime beaucoup et dont il va apprécier la nourriture. Alors, donc, on a une question sur le coucou? Une fois que l'oisillon coucou est dans le nid, les parents ne se rendent pas compte que c'est pas... Une fois qu'il est sorti de l'œuf et tout, ouais. Alors la question c'est, une fois que le petit coucou donc, a éclos, qu'il a éjecté tous les autres poussins, pourquoi les parents ne se rendent pas compte que ce n'est pas du tout un de leurs poussins, mais que c'est une autre espèce? Là, on ne sait pas exactement les mécanismes, mais il y a quelque chose qui est très commun à tous les petits oiseaux et que le coucou exploite, c'est que quand les oisillons naissent, ils sont tout nus, on ne les reconnaît pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'allure, ils n'ont pas de plumes, mais ils ont un énorme bec. Et quand ils ouvrent leur bec, il y a un dessin à l'intérieur qui est souvent orangé, jaune ou blanc, qui est vraiment un signal pour eux qui leur dit « donnez-moi à manger, donnez-moi à manger ». C'est vraiment un signal instinctif de nourrissez-moi ». Et le coucou, il exploite ça, c'est-à-dire qu'au niveau de son apparence, il va être un peu plus gros, mais il aura, quand il ouvre le bec, ce même signal « donnez-moi à manger ». Et quelque part, c'est irrésistible pour les parents. Quand ils voient ce signal, ils nourrissent, quel que soit le poussin. Et c'est sûr qu'après, ils vont se rendre compte, mais voilà, peut-être que c'est instinctif pour eux, que ce coucou va grandir, 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 et finalement être plus gros que les parents. Souvent, les parents, si on regarde sur un coucou, ils vont avoir cette taille-là. Donc à la fin, quand le coucou est adolescent, qu'il est presque prêt à sortir du nid, et ça, si vous allez dans les galeries en bas, dans le musée, vous verrez un diorama où on a pratiquement ce schéma-là. On a donc le coucou qui est dans son nid adolescent, qui est prêt à sortir, et le parent qui est là, qui est tout petit, la petite fauvette ou la petite rousserolle, qui va presque monter sur son dos pour lui donner à manger. Donc il y a vraiment un effet de taille qui est saisissant. Mais quelque part, c'est vraiment instinctif pour les parents de nourrir ce petit jusqu'au bout, jusqu'au moment où il s'envole. Alors évidemment, c'est tout bénéfice pour le coucou. Hein. La maman coucou, elle a juste à poser ses œufs. C'est quand même du boulot, mais après, elle ne s'en occupe pas. Et par contre, évidemment, les parents, adoptifs, ils ont perdu leur nichier et la fois d'après, peut-être qu'ils se méfieront un petit peu plus quand ils auront un œuf de coucou. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que ce coucou, c'est un oiseau migrateur. C'est-à-dire qu'il va nicher dans nos régions, mais une fois qu'il est sorti de son nid, c'est pas grave, il y a notre technicien qui se promène avec sa caméra, eh bien, il va partir en Afrique. Il va hiverner en Afrique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne lui a jamais appris. Il n'a pas rencontré ses parents adoptifs,
ses vrais parents, il ne connaît que ses petites rousserolles et il ne va pas partir en Afrique avec elle, il va se débrouiller tout seul. Donc ça veut dire que c'est complètement inscrit dans ses gènes, c'est quelque chose qui est complètement inné, il n'y a pas d'acquis dans ce cas-là, et il va savoir qu'il doit faire cette migration en Afrique tout seul et ensuite revenir pour se reproduire en Europe. Donc ça, c'est un phénomène qui est quand même assez extraordinaire, c'est que c'est vraiment complètement inné, cette migration, puisqu'il n'a jamais rencontré un congénère de son espèce quand il naît, puisque ses parents adoptifs, c'est complètement une autre espèce. Alors, on va continuer dans le monde des oiseaux et passer à des oiseaux marins. Donc on va, cette fois-ci, se déplacer dans l'exposition pour continuer notre visite virtuelle. Alors, ces oiseaux, donc ils sont beaucoup plus loin dans l'exposition, puisqu'on a avancé dans le temps. Ils sont arrivés dans les collections du muséum en 1976. Donc, c'est quand même, on a bien avancé dans le temps ici. Et alors, on en a mis deux, parce qu'en fait, ils sont arrivés les deux ensemble au musée. Et il y a deux choses qui sont assez intéressantes pour cette partie. C'est que la personne qui l'a collecté, c'est monsieur Paul Géroudet, donc qui est un ornithologue fameux de Suisse, qui donc faisait énormément d'observations au niveau du lac. C'était un grand spécialiste des oiseaux du lac. Et c'est sûrement grâce au fait qu'il allait très très souvent sur le terrain, qu'il faisait beaucoup de déplacements dans la nature pour observer les oiseaux, qu'il a pu trouver quasiment en même temps ces deux oiseaux qui s'étaient échoués, en fait, qui sont morts au bord du lac Léman. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout des oiseaux qui vont nicher le lac Léman. Ce sont des oiseaux migrateurs qu'on appelle des labes, avec deux B, des labes à longue queue en l'occurrence pour cette espèce. Et c'est des oiseaux migrateurs qui vont faire un grand trajet tout au long de leur année, puisqu'ils vont nicher en Sibérie, en Scandinavie, donc tout au nord de l'Europe, ou au nord de l'hémisphère nord quasiment. Et ils vont passer une partie donc, de l'hiver dans l'hémisphère sud, en Afrique du Sud, autour de l'Antarctique. Donc c'est des oiseaux qui, au cours de l'année, font des allers-retours pratiquement, on peut dire, d'un pôle à l'autre pour se nicher et pour passer l'hiver. Donc c'est vraiment des oiseaux marins, ils vont vivre sur la mer une grande partie de l'année et ils vont revenir sur Terre, notamment là, comme je disais, dans la partie sibérienne ou en Scandinavie, pour nicher dans la toundra, dans ces grandes plaines herbeuses ou très humides où il y a très peu d'humains, très peu de prédateurs aussi, où les journées sont extrêmement longues, on a des journées de 24 heures. Donc ils vont se reproduire dans cette partie du monde pendant l'été et ensuite redescendent dans l'hémisphère sud pendant l'hiver. Et au passage, il y en a beaucoup qui traversent finalement l'Europe continentale et qui vont aller de lac en lac pour traverser les continents et arriver jusque dans l'hémisphère sud. Alors, d'autres espèces préfèrent passer le long des côtes, mais celles-là, il y a pas mal d'exemples de labes qui vont traverser le continent et donc qui vont s'arrêter sur les lacs suisses. Et c'est régulièrement qu'on observe ces espèces de labes qui vont s'arrêter sur le lac, se nourrir pendant quelques jours, et puis ensuite repartir. Donc à chaque fois, c'est un peu la course. Aujourd'hui, on a des moyens modernes de savoir qu'il y a ces oiseaux qui sont sur le lac. Donc je peux vous dire qu'il y a des sites où on a Twitter, Facebook et compagnie qui disent « Attention, alerte, une super espèce arrive sur le lac ». Il y a tous les ornithologues qui se ramènent avec leurs jumelles et leurs appareils photo pour prendre en photo ces espèces assez rares. Alors, celles-là, elles ne sont pas si rares. C'est-à-dire tous les ans, on peut en voir quelques-uns, mais quand même, à chaque fois, c'est assez extraordinaire. Ces oiseaux, donc, qui sont vraiment des oiseaux marins, qui vont se nourrir principalement de poissons, parfois d'animaux morts qu'ils vont trouver, et ils aiment bien aussi voler leur nourriture aux autres. Donc, si vous avez des mouettes et des goélands qui sont en train de se nourrir, qui ont trouvé quelque chose d'intéressant à manger, eh bien, ces labes, ces espèces ou d'autres, vont aussi aller voler et crier et essayer de faire peur aux mouettes et aux goélands pour qu'ils lâchent leur nourriture et hop, ils peuvent la récupérer. Donc c'est un petit peu des parasites déserts qui vont récupérer parfois la nourriture d'autres espèces comme ça en leur faisant peur pour qu'ils lâchent la nourriture. Il y a pas mal d'oiseaux marins qui font ça aussi sous les tropiques.
Voilà, donc voilà à peu près donc c'est intéressant, c'est que dans les collections du musée, on a parfois des choses comme ça très rares qui arrivent. C'est quand même une chance extraordinaire qu'un ornithologue les ait trouvés morts au bord du lac et ait pu les ramener pour qu'ils soient dans les collections. Donc ces spécimens, ça permet d'être sûr aussi que c'est la bonne espèce et de pouvoir les étudier, alors que c'est une espèce qui n'est pas du tout nicheuse en Suisse et qui est seulement rarement de passage. Et c'est ça l'intérêt de nos collections, hein, au bout de dizaines d'années et pour le muséum de 200 ans d'histoire, eh bien, on a une accumulation et avec le temps, on peut même avoir des choses très rares qui finissent par arriver dans nos collections. Alors, on a une question, visiblement. Oui, on a une question. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'espèces qui migrent, qui viennent en Suisse justement, le nombre d'oiseaux ou d'espèces qui viennent pour seulement une saison en Suisse. Alors, la question, elle est un petit peu subtile, c'est est-ce qu'on a une idée du nombre d'espèces qui sont migratrices, finalement, qui sont juste de passage en Suisse, hein, parce que ça, c'est vraiment une espèce de passage, elle ne va pas venir faire ses petits. Un exemple d'oiseau migrateur, mais qui vient nicher en Suisse, c'est par exemple le martinet ou les hirondelles, qui sont des espèces migratrices, mais qui viennent nicher, qui viennent vraiment faire leurs petits. Celui-là, c'est vraiment un oiseau de passage. Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre d'espèces? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'espèces qui sont comme ça uniquement de passage, qui vont traverser finalement la Suisse entre leurs zones d'hivernage, donc qui sont plutôt dans l'hémisphère sud, ou en tout cas en Afrique, et leur zone de nidification qui va être dans le nord de l'Europe. On a des gobe-mouches, on a effectivement pas mal d'oiseaux qui sont liés au milieu aquatique, tout ce qu'on appelle les limicoles, hein, les bécassos, les échassiers. Il y a pas mal d'oiseaux qui vont faire ce trajet entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord en traversant la Suisse et qui vont donc seulement être vus de passage. Et c'est vrai que les grands moments de passage, c'est plutôt au printemps et à l'automne. Et c'est à ces moments-là que les ornithologues sont assez aux aguets en général maintenant sur leur téléphone pour regarder les alertes de ces migrateurs rares qui peuvent s'arrêter, faire une pause en Suisse pendant leur migration. Et c'est là l'importance aussi d'avoir des milieux naturels qui leur sont favorables, puisqu'ils ont besoin de faire des étapes. Hein. Il y a des oiseaux migrateurs qui peuvent traverser les océans sans s'arrêter, mais ceux qui ont l'habitude de traverser sur le continent, plus ils ont d'étapes favorables pour s'arrêter, se nourrir, manger, eh bien, mieux leur voyage se fera finalement. Et c'est ça l'importance d'avoir notamment des lacs non pollués, avec beaucoup de poissons, beaucoup de nourriture, mais aussi ce qu'on appelle des zones humides, comme, je ne sais pas si vous connaissez les marais de Sionnet, hein, qui sont une zone très importante au niveau de la rive gauche de Genève. C'est un tout petit étang, une toute petite roselière, mais qui sert d'étape à énormément d'oiseaux migrateurs. Et d'avoir ces petites poches bien préservées, qui sont vraiment des aires, c'est un peu les aires de repos sur l'autoroute, si vous voulez. C'est vraiment un endroit qui est nécessaire pour qu'ils s'arrêtent, qu'ils se nourrissent quelques jours et qu'ils repartent. Alors ça fait le bonheur des ornithologues, parce que pendant qu'ils s'arrêtent, on peut les photographier et les regarder, mais pour eux, c'est vraiment important pour pouvoir faire leur cycle de vie et avoir un trajet avec la meilleure chance de survie pendant le trajet, notamment quand les jeunes qui sont nés en Sibérie ou en Scandinavie vont retourner en Afrique. Eh bien, ces étapes vont être absolument indispensables pour qu'ils puissent se nourrir et finir leur migration. Alors, si on n'a pas d'autres questions sur les oiseaux migrateurs, on va complètement changer de sujet, continuer dans les collections du musée, mais sortir de l'exposition Trésor. Et on va aller à un autre étage du musée, alors on va y aller virtuellement cette fois-ci, pour parler d'un spécimen dont on évoque l'histoire dans le livre et qui est un peu mon favori, on va dire, parmi les oiseaux. Moi, c'est un peu notre Joconde. Alors, pourquoi on l'appelle notre Joconde? C'est parce qu'elle a un sourire énigmatique, assez bizarroïde. Mais c'est un spécimen dont l'histoire est vraiment particulière et qui est extrêmement unique au musée. Alors, est-ce que la photo va arriver pour nous montrer ce spécimen? Il a une histoire unique parce que c'est le seul spécimen connu d'oiseaux empaillés de cette espèce. Il n'y en a pas d'autre au monde. Le seul autre qu'on connaît, ce sont des os qui ont été trouvés dans des grottes, ou bien le squelette du même spécimen, d'après l'histoire que l'on connaît, qui est exposé au Muséum de Paris. Donc pour ceux qui connaissent déjà bien le musée, vous l'avez sûrement vu, c'est l'émeute Baudin, qui est ce drôle d'oiseau qu'on peut voir exposé dans les galeries du premier étage et qui est également dans le livre d'histoire des 200 ans du muséum.
Alors, ce qui est intéressant sur cet oiseau, c'est que c'est malheureusement une espèce disparue. Comme beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais quelque part comme un certain nombre d'espèces qu'on peut encore trouver dans les musées. Si vous allez dans le musée, vous verrez qu'elle a un cadre rouge autour de sa tête, car c'est une espèce qui n'existe plus dans la nature. On ne la trouve plus que dans un musée. Alors cet émeu de Baudin, il vient d'une île qui est l'île Kangourou, qui est une île assez grande, mais quand même toute petite par rapport à l'Australie. Donc si vous voyez l'Australie, elle est juste en dessous. C'était une île où il y avait une population isolée de ces émeus, donc qui sont donc des gros oiseaux qui ne volent plus, qui sont, on peut dire, cousins des autruches, et qui vivaient sur cette île pendant très longtemps, jusqu'à finalement ce qu'il y ait une colonisation pérenne, donc à long terme, des Européens sur cette île. Alors, ce qui est bizarre avec cet émeu, c'est que donc il n'y a qu'un seul spécimen. Il a été collecté en 1903 par, maintenant je ne sais plus quelle caméra regarder, c'est génial, je suis en double, il y a 2 mois. Donc il a été collecté en 1803 donc, par l'expédition du capitaine Baudin, qui est arrivé sur l'île et qui, comme beaucoup d'expéditions à l'époque, faisait l'inventaire des animaux, des plantes, et puis de la géographie. Il découvrait ces îles, il explorait. Et donc, ce qui a été... Alors voilà, c'est celle-là toujours. Je ne sais plus. Voilà, c'est celle-là, merci. Et donc, quand il est arrivé sur l'île, de façon assez extraordinaire, il a pu récupérer vivants 2 émeus. Donc, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ils avaient des grands bateaux avec des grandes cages. Et il a pu récupérer ces 2 émeus et il les a ramenés jusqu'en France. C'était une expédition française. Faut imaginer quand même que depuis l'Australie, aller jusqu'en France, il fallait que les émeus soient sacrément résistants. Et ils ont réussi à survivre jusque-là. Et ces émeus ont réussi, en tout cas un a réussi à survivre quelques années à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Et c'est seulement une fois qu'il est mort qu'il a été empaillé. Et de façon qui nous paraît un peu étonnante, mais peut-être qu'à l'époque, il ne se rendait pas compte finalement que cette espèce allait disparaître dans quelques années plus tard. Eh bien, ils ont vendu la peau de cet oiseau au Muséum de Genève. Et donc, le Muséum de Genève a acheté cette peau et l'a exposée. Alors, comme c'était un oiseau assez bizarre, on s'est posé beaucoup de questions au niveau de son histoire et on a voulu en savoir plus sur ce spécimen. Et pour en savoir plus, on a fait 2 choses. D'abord, on lui a pris un petit bout de peau sous la patte pour faire une étude génétique qui nous a permis de montrer que c'était bien un émeu, qu'il était apparenté aux émeus d'Australie. Donc finalement, c'était pas forcément... On considère maintenant que c'est plutôt une sous-espèce plutôt qu'une espèce. Ça, c'est une distinction au niveau de la classification, mais ça montre que c'était seulement une population isolée, qui était un peu plus petite sur cette île, mais qui n'était pas si différente que ça des émeus d'Australie. Et l'autre chose qu'on a fait sur ce spécimen, c'est qu'on a fait des radios. Alors c'était assez sympa, c'est un vétérinaire équin qui est venu avec son matériel dans les galeries, et qui nous a permis de faire différentes radios pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur de notre spécimen. Donc là, on voit les pattes, les 2 pattes principales de l'émeu, et on voit surtout qu'il n'y a pas d'os à l'intérieur. On voit les clous, et on voit la structure en métal qui permet de soutenir, comme tous les oiseaux empaillés, à l'intérieur, il y a une structure en métal. Donc vraiment, là, ça nous montre que finalement, cet oiseau, eh bien, on a bien reçu seulement la peau, mais elle était vide de tout squelette. Et si on regarde la photo suivante, on va voir aussi que c'est la même chose au niveau de la tête. Dans la tête, on voit à gauche, on voit les barres métalliques. On sait aussi que le bec n'est pas un vrai bec. C'est une reconstitution à la fois avec du bois ou peut-être avec de la cire, des choses comme ça. C'est pour ça peut-être qu'il a ce sourire un peu énigmatique et bizarroïde. Et puis on voit aussi à droite l'intérieur du corps avec de nouveau plein de clous et les fils métalliques qui soutiennent les pattes en bas ou qui soutiennent le corps en haut. Et de nouveau, on voit qu'il n'y a aucune trace de squelette à l'intérieur de ce spécimen, ce qui soutient l'hypothèse, qui était l'hypothèse historique, que le squelette serait préservé entièrement à Paris et que nous, on aurait la peau du même animal, donc de cet animal qui a été ramené vivant à cette époque-là. Alors, de cette espèce, on connaît très peu de choses, puisque c'est une espèce qui a disparu relativement rapidement après, au cours du 19e siècle, principalement par l'exploitation agricole, on va dire, de l'île, le fait qu'il y ait eu sûrement du bétail qui a été amené sur l'île, une colonisation petit à petit qui a fait disparaître son habitat et qui a aussi entraîné la disparition de ces émeus. Par contre, on connaît bien la biologie des émeus d'Australie, donc qui sont leurs plus proches cousins. Et je voudrais vous montrer
un objet qu'on ne voit pas tout le temps, c'est un œuf d'émeu. Alors, un œuf d'émeu, c'est un œuf d'une certaine taille, hein, vous voyez, c'est pratiquement la taille d'un œuf d'autruche, mais plus allongé. C'est un peu comme un ballon de rugby, il a vraiment cette forme très allongée. Et ce qui est intéressant chez les émeus, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que ce sont les mâles qui vont s'occuper des œufs. La femelle va évidemment pondre l'œuf, mais en général, elle va les pondre, elles vont venir pondre plusieurs dans le même nid, et c'est ensuite le mâle, un des mâles, qui va couver les œufs et qui va s'occuper des petits. Hein, il y a un certain nombre d'espèces où les rôles sont parfois un petit peu inversés, et c'est le cas pour les émeus. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que quand l'œuf est pondu, il est un peu plus beige, un peu marron plus clair. Et au fur et à mesure de son exposition à la lumière, il va devenir de plus en plus foncé. Là, il est à peu près à mi-couleur, on va dire il est marron chocolat. Et on peut trouver en collection parfois des œufs beaucoup plus sombres, qui sont quasiment noirs, et qui sont des œufs qui ont été exposés à la lumière un peu plus longtemps. Alors on ne sait pas exactement quel est le mécanisme, c'est probablement une protection contre les UV, hein, parce là il faut imaginer qu'on vit dans des zones assez désertiques hein, en Australie, donc c'est peut-être un moyen de protéger le petit à l'intérieur des UV. C'est une des hypothèses. Donc vous voyez que c'est des œufs assez grands, de nouveau il a été ouvert, hein, il a été vidé. Et ça c'est un œuf qui fait partie de la collection du musée, dont on ne connaît pas spécifiquement l'origine, mais on sait qu'il vient d'Australie. Alors, est-ce que l'émeu de Baudin avait un œuf similaire? Peut-être qu'il était un petit peu plus petit, parce que globalement, les individus sont un peu plus petits que sur le continent, mais très probablement, il avait des œufs qui ressemblaient beaucoup à celui-là. Alors, pour finir notre promenade dans les collections, on va encore évoquer un oiseau des îles du Sud. Hein. On était en Australie, maintenant on va faire un petit bond dans le Pacifique pour aller jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc qui est une grande île qui est au nord de l'Australie, une île très montagnarde avec des espèces absolument incroyables. Et une des diversifications les plus incroyables de cette île du Pacifique, ce sont les paradisiers. Alors, si vous allez au musée, allez voir surtout la vitrine des paradisiers qui montre un peu cette diversité, qui est très importante au niveau des mâles. Donc ici, on a un spécimen monté d'un mâle de paradisier bleu. Et dans ce groupe, eh bien, les mâles ont des parades nuptiales absolument délirantes. Non seulement ils font des danses, ils bougent leurs plumes d'une certaine manière, ils font des cris incroyables, et tout ce show, finalement, c'est pour séduire les femelles. Très souvent, ces espèces-là, les mâles se regroupent sur une sorte de place de parade et les femelles vont être autour et regarder et puis choisir celle qu'elles trouvent le plus sexy. Et un mâle a intérêt finalement d'être le plus beau et d'arriver à conquérir le plus de femelles possible pour diversifier au plus sa paternité. Alors, ce qui est intéressant dans ce spécimen, c'est en plus de sa beauté, hein, c'est vraiment un très bel oiseau. Le montage taxidermique a été vraiment très très bien fait pour montrer justement le mâle en pleine parade. C'est aussi un spécimen qui a une histoire particulière, c'est ce qu'on appelle un spécimen type. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de spécimen type, c'est un peu dans les trésors du muséum, ce sont les super trésors, puisque c'est un des spécimens qui a participé à la définition de l'espèce. Donc, quand les scientifiques découvrent une nouvelle espèce qu'on ne connaissait pas avant, il faut lui donner un nom. Et pour ça, on a des règles qui sont très strictes, qui sont éditées d'ailleurs, si on peut le montrer ensuite à l'écran, par rapport à un code. Hein, c'est comme un code de loi finalement, pour montrer comment est-ce qu'on doit donner des noms à une nouvelle espèce au niveau des animaux. Donc il y a un code zoologique, il y a aussi un code botanique. Et vous voyez, c'est comme un code de loi. Hein. J'ai mis plein de post-it pour m'y retrouver dans les différents articles, parce que c'est évidemment très complexe, comme toute loi. Il y a beaucoup d'exemples, d'exceptions, de choses qui ont évolué aussi avec le temps. Et ce qui est très important donc, quand on définit une nouvelle espèce, c'est de donner un spécimen de référence. On peut en donner plusieurs, ou ce qu'on appelle une série type, ou parfois un seul spécimen qui est vraiment l'étalon, on va dire, qui permet de définir l'espèce. Et dans le cadre de cet oiseau, eh bien, c'était au moment où on commençait à décrire ces paradisiers, hein, parce que c'était vraiment des oiseaux étonnants, donc c'était plutôt vers la fin du 19e siècle, où petit à petit, des spécimens revenaient en Europe et étaient décrits par des spécialistes. Eh bien, cet oiseau-là, qui a été collecté en 1884, a été utilisé quelques années plus tard par deux ornithologues allemands qui se sont servis de ce spécimen et de quelques autres de la même espèce pour définir l'espèce.
Donc chez nous, c'est ce qu'on appelle un spécimen type. Et du coup, il est encore plus précieux, on va dire, que d'autres spécimens de la même espèce, puisqu'il sert de référence. Et si des collègues veulent venir travailler sur ce spécimen, c'est vraiment disons, la référence pour cette espèce de paradisier. Et du coup, c'est vraiment des animaux qu'on va essayer de... En général, ils ne sont pas exposés dans les galeries du musée parce que justement, ils sont très précieux. On les garde bien précieusement dans la partie réserve. Et c'est un peu les trésors dans le trésor du musée. Voilà, on arrive au bout de cette visite sur les oiseaux. Je vous recommande, comme toujours, la lecture du livre du 200e, qui résume une grande partie et reprend une grande partie des histoires qu'on vous raconte tout au long de ces lives. Et puis, j'espère vous revoir bientôt de nouveau avec nous sur le live, puisque la semaine prochaine, on parlera de papillons et d'insectes. Bon après-midi à tous et à très bientôt au Muséum.